Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission avec notre expert Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora et de la Lettre des Affranchis, que vous pouvez également retrouver tous les jours en vidéo sur l'Inforruptible. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de ces chroniques. Donc merci Philippe d'être avec nous aujourd'hui. Alors Philippe, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour discuter de la situation inédite dans laquelle se trouve la France. Donc en effet, au moins jusqu'à la rentrée, nous n'aurons pas de gouvernement clairement constitué. Donc, qu'est-ce que ça implique pour le citoyen et l'épargnant français? Et comment est-ce qu'on prépare au mieux à cette rentrée qui risque d'être un petit peu turbulente? Oui, merci de m'inviter. La rentrée va certainement être compliquée. Je dirais que pour l'instant, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, la mauvaise, c'est que pendant qu'on n'a pas de gouvernement, nos déficits vont continuer à se creuser, et donc le trou à combler sera encore plus profond d'ici mi-septembre, donc il va falloir aller chercher encore plus d'argent dans la poche des épargnants. La bonne nouvelle, c'est que d'ici début septembre ou mi-septembre, il n'y aura pas effectivement de gouvernement, pas de collectif budgétaire, donc pas de mesures arrêtées pour justement renflouer nos finances publiques. Alors, pas de gouvernement, c'est vraiment une situation inédite sous la Ve République. Alors, qu'est-ce que ça implique? Alors là, je dois faire appel à de vieux souvenirs de mes études de droit et de droit constitutionnel. Donc, je me rappelle pas de tout, mais ce que je peux dire, c'est qu'un gouvernement qui expédie les affaires courantes, donc les ministres restent en exercice, c'est-à-dire qu'ils sont payés, voilà, pour continuer leur travail, mais ils ne peuvent qu'assurer le suivi des lois qui sont déjà votées par le Parlement. Donc, depuis qu'il n'y a plus de Parlement, depuis qu'il a été dissous 7 juin, bon, il n'y a plus aucune loi votée. Donc, le gouvernement va s'assurer que les lois et décrets qui ont été pris avant les législatives européennes, que ces décrets soient appliqués. Ils ne peuvent en aucune manière formuler de nouveaux textes législatifs, même si on a une nouvelle assemblée. Le gouvernement dissous ne peut pas proposer de projet de loi. Seul le président peut continuer, lui, de faire des décrets. Alors ensuite, au Parlement de s'en emparer. Mais c'est pas le gouvernement qui peut présenter de nouveaux décrets ou projets de loi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il ne va pas y avoir d'entourloupe ou de mauvais coups pour les épargnants jusqu'à ce que le prochain gouvernement soit formé et que le prochain collectif budgétaire 2025 soit voté. Et là, je leur souhaite bien du plaisir parce qu'on a 3 blocs maintenant à l'Assemblée. On a compris comment ça fonctionne. On a 2 blocs qui s'unissent contre le 3e, donc les fameux Front des Castors, pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Et on peut se dire, bon, sans jugement de valeur, qu'on aurait eu des gens quand même pas très expérimentés pour s'attaquer à une situation budgétaire difficile. Et maintenant, on va avoir 2 blocs qui vont s'opposer à la gauche, qui veut aller prendre l'argent des riches. Et là, on comprend bien que des socialistes jusqu'à la droite, voire à la droite un petit peu plus extrême, ça va évidemment voter contre et censurer un gouvernement qui introduirait des mesures confiscatoires. Donc on a, d'ici la rentrée, encore 4 bonnes semaines pour prendre des dispositions avant de se faire ratisser. Alors moi, la seule chose dont j'ai peur, et là aussi j'en reviens à mes souvenirs de droit constitutionnel, c'est que il y a certaines lois fiscales qui peuvent s'appliquer rétroactivement. Ça, c'est une particularité du droit français, et notamment sur l'imposition sur les plus-values. On pourrait très bien, le gouvernement pourrait très bien décider que la suppression, par exemple, de la flat tax va s'appliquer sur les ventes et plus-values réalisées depuis le 1er janvier. Alors j'espère que ça ne se fera pas, mais je crains que ça ne soit possible. Alors effectivement, avec le chaos politique actuel, il va être très difficile de faire adopter la loi du budget 2025 et les marchés ont besoin de s'assurer que la France sera en mesure de rembourser sa dette pour continuer à lui prêter de l'argent.
Donc comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre pour justement mettre de l'ordre dans les comptes publics? Ben voilà une question à 3155 milliards. Mais effectivement, comment rassurer nos créanciers si jamais il apparaît impossible de faire voter un collectif budgétaire qui va comprendre naturellement et l'augmentation du volume d'emprunts émis par la France. On était parti cette année sur quelque chose qui n'était pas très très éloigné de 300 milliards. On a déjà accumulé plus de 120 milliards de dettes supplémentaires depuis le 1er janvier. Il va falloir étendre le programme d'émissions d'ici la fin de l'année. Ou alors celui de 2025, si on fait des reports, ça aussi c'est toujours possible de faire une bidouille budgétaire, de faire des reports. On voit bien que les emprunts contractés par les collectivités locales, les départements, les régions, tout ça n'est pas consolidé. Si on faisait un audit, on s'apercevrait qu'il y a de la dette cachée dans tout ça. On peut très bien cacher encore de la dette. Et pour 2025, il va falloir évidemment aller chercher de l'argent sur les marchés. Donc combien on va aller chercher? 450 500 milliards Il faut qu'on sache. Alors, ça fait pas peur aux créanciers, parce qu'il y a des pays qui en prennent plus que nous, comme l'Italie et les États-Unis, naturellement, qui empruntent pratiquement 10 fois ce qu'on emprunte. C'est pour dire que, voilà, nous, c'est juste qu'à l'échelle européenne, on commence à faire un petit peu peur. Donc, c'est pas tant la taille des émissions qui va poser problème que par quel canot le Bercy, le fisc, va collecter suffisamment d'impôts pour garantir que si jamais les créanciers n'étaient pas très présents lors d'une émission, on est à peu près certain que le contribuable pourrait acheter ces OAT qu'on va émettre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on a deux fois et demi la demande à chaque émission de France Trésor, et actuellement c'est toujours le cas, même après la dissolution, même après qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de gouvernement, à chaque mise aux enchères par France Trésor, il y a 2 fois et demi pratiquement le montant offert qui est demandé. Ce qui préoccupe les créanciers, c'est le jour où ils ne sont pas là du tout. Est-ce qu'il y a suffisamment de ponctions et suffisamment de rentrées de recettes fiscales pour éventuellement se substituer à une éventuelle absence des créanciers? Voilà, c'est ça la question. Donc tant qu'on se dit que Bercy a les moyens d'aller brancher de nouvelles pompes à fric, en plus de toutes celles qui existent, et on est déjà le pays qui dispose de plus de pompes à fric. C'est une véritable pieuvre. Vous imaginez la pieuvre avec des seringues qui aspirent à chaque tentacule. Je crois qu'en France, on a 500 impôts et taxes. C'est juste gigantesque. Mais ça, c'est rassurant du point de vue des créanciers de la France. Donc même si on n'avait pas de collectif budgétaire à la rentrée, est-ce qu'aujourd'hui la captation de l'épargne est suffisante? Ce à quoi là je réponds maintenant probablement non, puisqu'on a tellement dépassé déjà les objectifs de déficit qu'on s'était fixés pour 2024. On voulait revenir, je ne sais plus, à 4,10 contre 5,5 en 2023. On va encore être à 5,4 ou 5,5 cette année. Est-ce qu'on pourrait faire face à une crise comme celle de l'Ancien Régime, où l'État s'était emparé des biens en or et en argent des Français, et puis avait mis en place des taxes sur l'épargne directement? Alors ça, oui, on décrit là vraiment une situation de crise à la grecque. Je pense qu'avant qu'on en arrive là, on va passer par un autre stade qui est une vraie humiliation, évidemment, qui est la mise sous tutelle de la France. Enfin, mise sous tutelle. On nous dira que
de bonnes fées se penchent au chevet de nos finances, qu'on va mettre en place des mesures de rééquilibrage, de rétablissement, et qu'une fois qu'on aura fait ça, on marchera d'un pas allègre vers un avenir radieux. Non, la vérité, c'est qu'on sera mis sous tutelle et qu'on nous imposera évidemment des coupes budgétaires, des économies de fonctionnement, et que ça sera évidemment douloureux. Ça passera certainement par un nouveau coup de rabot sur les prestations sociales. On aura certainement encore des réductions de dotations pour les régions, à charge pour elles de trouver des financements à l'échelon local. Autrement dit, ça veut dire hausse des impôts locaux, éventuellement hausse de taxes divers, enlèvement des ordures ménagères, aménagement du territoire, que sais-je. Donc, moins de prestations sociales pour ceux qui en touchent, probablement la désindexation des retraites, qui est aujourd'hui le premier poste de dépense après le remboursement des intérêts de notre dette. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Après ça, on fera des économies surtout. Nos routes sont déjà en très mauvais état. C'est pas grave, on réduira encore les budgets pour les entretenir. Enfin voilà, il y aura des coups de rabot. Et de l'autre côté, il y aura probablement, sans augmenter les impôts, on désindexera les retraites et les prestations sociales, par exemple. Mais il y a d'autres pistes, qui est l'alourdissement de la fiscalité sur l'immobilier. Alors on dira à nouveau que c'était pas des hausses d'impôts, mais que c'est une taxe contributive. On peut aussi envisager, et ça sera pas non plus une hausse des impôts, l'alourdissement des droits de succession sur les très grosses successions. La question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une très grosse succession. Il y en a qui disent que c'est à partir de 5 millions, d'autres qui disent que c'est 30 millions. Alors, à l'échelle planétaire, qu'est-ce que c'est qu'un très riche? Enfin, pour les gens de la finance, c'est autour de 30 millions. Là, vraiment, à 30 millions, on commence vraiment à être très riche. 30 millions, si on exprime ça en francs, ça veut dire que c'était plus de 200 millions. Donc on commence déjà à être très gros. Mais en imaginant qu'on était très très gros déjà à 100 millions en l'an 2000, voilà, aujourd'hui, avec la dévaluation monétaire, on est donc à ces fameux 200 millions qui correspondent à 100 millions de l'an 2000. C'est pour fixer les proportions. Aux yeux d'un militant LFI vraiment très très à gauche, un riche, c'est quelqu'un qui a un petit appartement à transmettre et 150 000 euros d'économie. C'est un riche pour quelqu'un qui est dans le rouge tous les 10 du mois. Voilà. Donc, on va aller taxer la richesse, la grande richesse, mais où est le seuil? Là encore, vous voyez le principe, le vieux logiciel de prendre l'argent aux riches. Mais c'est quoi un riche? On s'aperçoit, et depuis François Hollande en 2012, qu'on est riche au-delà de 4 000 euros de salaire par mois. Enfin, c'est le SMIC à Genève, quand même, qu'on se rende compte des choses. Est-ce qu'il y a vraiment une explosion des inégalités entre les 10% les plus riches et les autres, ou est-ce que c'est finalement un peu un mythe, justement, qu'entretient la gauche? Alors, comme vous le savez, les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs adorent les chiffres. Donc, si je peux vous défendre toutes les thèses possibles et imaginables, est-ce que les inégalités se sont accrues entre les 10% et les 90%? La réponse est oui. Oui, les vilains 10% riches, évidemment, ils profitent de la crise. En réalité, dans les 10%, il y en a 90% où les écarts ne se sont pas accrus, voire même se sont réduits. Car les transferts sociaux n'ont cessé de s'accroître depuis 2000, 2012, et puis surtout 2017. Depuis 2017, on a supprimé l'impôt sur la fortune financière, on a maintenu l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Donc le rentier, c'est quoi le rentier? C'est l'artisan, c'est le commerçant, c'est le salarié qui a réussi à acheter un ou deux studios pour compléter sa retraite, parce qu'il a bien compris qu'évidemment, avec la pyramide des âges,
la retraite, elle sera de plus en plus famélique au cours des prochaines années. Donc, on a maintenu l'impôt sur ces gens-là, le rentier, et on a supprimé l'impôt sur le patrimoine financier. Et le patrimoine financier, là, on n'est pas dans les 10%, là, on n'est même pas dans les 1%. Les gens qui ont vraiment profité de la flat tax et de la suppression de l'ISF englobant le patrimoine financier, c'est les 0,1%. Les gens qui gagnent 40, 50 000 euros par mois. Mais ça veut rien dire. Ça, c'est totalement absurde de gagner 40 ou 50 000 euros par mois. C'est absurde. Vaut mieux toucher des dividendes, des revenus qui, eux, sont fiscalisés à 30 et non pas 45. Donc, à partir du moment où on gagne plus de 20 000 euros par mois, il vaut mieux se faire payer en dividendes, en stock options, etc. Plafonné à 30% d'imposition. Donc, l'imposition des riches très très riches, c'est 30%, alors que l'imposition des classes moyennes, alors qu'un LFI va considérer comme riche si ça gagne 4 000 euros, entre 4 000 et 10 000 euros par mois, et si ça a de 200 000 euros en banque, ceux qui ont 2 petits appartements plus de 100 000 euros, ceux-là n'ont pas du tout vu leur richesse s'accroître par rapport à la moyenne. Donc en réalité, les inégalités s'accroissent assez peu entre 0 et 99% et énormément avec les 0,1%, les 0,01% et ça devient carrément exponentiel, voire vertical pour les 0,001%, c'est-à-dire des gens dont les revenus mensuels dépassent les 60 000 euros ou les 100 000 euros. Mais là, on parle évidemment de revenus financiers. Les moyennes, ça ne veut rien dire. Vous connaissez certainement l'anecdote. Hein, Bernard Arnault tombe en panne avec son chauffeur dans un village, donc il va faire changer une pièce dans le moteur. Ça prend un petit peu de temps, donc Bernard Arnault rentre pour se commander un croque-monsieur dans un bar. D'un seul coup, ce bar devient le bar où les gens sont les plus riches en France en moyenne. Voilà, donc ça ne veut évidemment rien dire. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir si jamais vraiment les 10% les plus riches sont continuellement matraqués fiscalement? Est-ce qu'on pourrait avoir un appauvrissement de cette classe finalement un petit peu plus aisée? Et qu'est-ce que ça peut engendrer derrière? En fait, on s'aperçoit qu'on a une paupérisation généralisée des populations entre les fameux 0 et 90, voire 99%. Depuis 1981, depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir sous Mitterrand, qu'est-ce qui a morflé? C'est les classes moyennes sup. Elles sont de moins en moins nombreuses. Elles se sentent de moins en moins riches, ont de plus en plus peur du déclassement. Mais il s'est passé exactement la même chose d'ailleurs aux États-Unis, où on a effectivement l'ultra-richesse qui a progressé avec la multiplication du nombre des millionnaires et des milliardaires, et la classe moyenne américaine qui a littéralement disparu. Qu'est-ce que c'était que la classe moyenne américaine? C'était quelqu'un qui travaillait chez Ford, General Motors ou dans une compagnie pétrolière, et qui rentrait chez lui, qui retrouvait sa femme qui ne travaillait pas, ses 2 enfants, et avec son salaire d'ouvrier, il pouvait donc acheter une maison. S'il faisait le choix de ne pas en acheter une, son loyer lui coûtait, grand maximum 10% de son salaire. Il avait donc une voiture, 2e voiture pour madame, la maison était entièrement équipée, avec la télévision couleur, tout l'électroménager. Ils avaient peut-être même une petite cabane dans les bois quelque part pour aller se reposer le week-end. Et cette classe moyenne faisait rêver. En France, avec un SMIC dans les années 80, donc les fameuses années d'arrivée au pouvoir de la gauche, avec un SMIC, madame pouvait éventuellement ne travailler qu'à mi-temps ou ne pas travailler. Et le loyer coûtait grosso modo, un 1/5 du salaire. Et on pouvait avoir une voiture et on faisait le plein et on se demandait pas combien on pouvait faire de kilomètres dans le mois. Et jamais on coupait le chauffage dans une pièce parce que l'hiver, on n'avait pas les moyens de payer. Et puis on sautait pas des repas. Aujourd'hui, avec un SMIC, on saute des repas, voire 1 sur 3.
On ne part plus en vacances, on ne va pas au restaurant, on a du mal à payer son loyer, ça représente jusqu'à 40% de charges mensuelles. Et aujourd'hui, donc, celui qui gagnait 2 500, voire 3 000 euros, c'est-à-dire 2 fois le SMIC, aujourd'hui, à son tour, se retrouve à se demander comment il va boucler le mois. Les vacances, au lieu de ça soit 3 semaines, ça sera plus qu'une semaine au camping. Si les enfants font des études, il va falloir sacrifier sur autre chose. Donc aujourd'hui, la classe moyenne sup, 2 500, 3 000, on fait pas de folie. En tout cas, c'est sûr qu'avec 2 500 euros de salaire à Paris, ou en région parisienne, plutôt vers l'ouest, c'est impossible de vivre avec 2 500 euros, même avec 3 000. Voilà. Alors que bon, dans la province, on arrive encore à s'en sortir. Mais comment on peut dire qu'aujourd'hui, on s'en sort avec 2005, alors que il y a 20 ans, lors de l'avènement de l'euro, on s'en sortait pas. On vivait, on partait en vacances, on allait au restaurant, on allait au cinéma. Enfin, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que le niveau de vie général chute inexorablement depuis 25 ans. Par contre, là, les 1%, voire les 0,1%, alors eux, grâce à la fortune financière et la hausse funiculaire des marchés, eux continuent de s'enrichir. Une hausse funiculaire totalement artificielle, hein, soit dit en passant, et très peu fiscalisée quand on fait des plus-values. Les autres classes n'ont pas les moyens d'investir en bourse et donc se retrouvent avec leur seul salaire, voire des compléments, des APL, etc. Mais tout baisse. Le pouvoir d'achat du revenu moyen, que ce soit le SMIC ou jusqu'à 3 000, tout baisse. Et là aussi, c'est lié à un mensonge gigantesque qui est l'inflation. On n'arrête pas de nous dire que le pouvoir d'achat a progressé, alors qu'on voit bien que les gens, aujourd'hui, sautent des repas. Donc, on vit dans un énorme mensonge de l'inflation et de la problématique du SMIC ou du salaire minimum. C'est-à-dire que vous pouvez toujours mettre le SMIC à 3 000. Dans un an, avec 3 000 euros, vous n'arrivez plus à vous chauffer, à faire le plein de la voiture, à payer des études à vos enfants, etc. C'est ça le vrai problème. Et là, on va aller vers une augmentation de la pression fiscale et une diminution des rentes, par exemple, pour les retraites. Donc les retraités vont encore s'appauvrir et on va absolument résoudre aucun problème. Aucun problème. On a finalement des services publics qui nous coûtent de plus en plus cher et qui sont de moins en moins efficaces. Donc je dirais que tout est à remettre à plat. Alors que le logiciel qu'on veut nous imposer, c'est « Ah on a trop profité du quoi qu'il en coûte, les retraités gagnent trop d'argent, c'est la classe la plus riche en France, hein, les retraités sont plus riches que les actifs, donc on va aller leur taper dessus, c'est normal. Ces riches, ils ont pas assez payé d'impôts, pas assez payé de taxes jusqu'à présent. S'ils ont réussi à épargner de l'argent, c'est qu'on leur avait pas appris assez en amont. Enfin voilà le logiciel. Et ça, j'ai peur qu'on n'en sorte pas avec le nouveau gouvernement, surtout s'il est un petit peu à gauche. Le logiciel, c'est toujours prendre de l'argent aux riches. Il y a 20 ans, un riche, c'était quelqu'un qui gagnait 3 000 euros. Aujourd'hui, 3 000 euros, on a vraiment du mal à finir le mois. Mais ça n'a rien, ça ne change pas pour le logiciel vraiment très à gauche. À 4 000, il faut taper, il faut matraquer parce qu'il est trop riche. Et le SMIC à 1 600 euros, donc qu'est-ce que ça impliquerait pour les entreprises qui du coup vont devoir forcément augmenter les salaires des entreprises? Alors ce qu'il faut savoir, c'est là encore, faut raisonner par structure. Les boîtes du CAC 40 ou du SBF 120 comptent très très peu de smicards. Bon, peut-être la distribution, l'hôtellerie-restauration. Il y a pas mal de gens qui sont au SMIC, mais c'est vraiment un petit peu l'écume des choses, hein. Je ne vais pas citer les groupes cotés au sein du SBF 120 ou CAC qui emploient des gens au SMIC, mais tout le monde voit bien lesquels. Et quand vous commencez à les regarder du côté des Essilor, Safran, Airbus, LVMH, Hermès, personne n'est au SMIC. Mais personne. Donc c'est les PME qui vont devoir... Bien sûr, l'essentiel des 7 millions de smicards, il y en a peut-être 70%
qui travaillent dans des PME. Pourquoi les PME payent les gens au SMIC? Parce que elles n'ont pas le choix d'échapper aux taxes. Parce que la PME paye aujourd'hui entre 28 et 30% d'impôts sous toute forme, hein, impôts sur les sociétés, la taxe sur le chiffre d'affaires. Alors que la multinationale, combien paye-t-elle d'impôts en moyenne? C'est entre 8 et 12. Entre 8 et 12, alors 12 s'ils se contentent d'être en Irlande pour encaisser les royalties. Ça peut être 8 si on a une holding évidemment aux Pays-Bas et qu'on a en plus de ça une formule de rescrit fiscal au Luxembourg. Donc une multinationale c'est entre 8 et 12 et je pense même qu'aux États-Unis il y a Caterpillar qui doit être à 5. Et vous avez en face leurs sous-traitants qui eux payent entre 28 et 30. Bah, cet argent qui est prélevé sur les PME pour alimenter l'État mammouth, ben cet argent que les entreprises versent à l'État ne peuvent pas le verser aux salariés. Alors que les multinationales, qui elles payent beaucoup moins d'argent à l'État, peuvent en donner plus aux salariés. C'est clair comme de l'eau de roche. Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer un nouveau système où la fiscalité serait moins lourde, peut-être un système moins centralisé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Ou est-ce qu'on est vraiment dans un système qui est profondément pourri et qu'on ne peut pas changer? Alors peut-être que pourri est un grand mot, mais je trouve le terme quand même adéquat dans ses conséquences. Les conséquences sont pourries, clairement. Est-ce que le système est pourri? C'est un jugement de valeur, mais la résultante, oui, c'est effectivement qu'on arrive à un résultat pourri. On a maintenant un système de santé pourri, on a une justice pourrie, une éducation nationale pourrie, des routes pourries, des projets d'investissement quasiment inexistants, sauf à créer des pistes cyclables partout et rendre les villes absolument invivables, incirculables. Voilà, oui, on est vraiment dans quelque chose de complètement pourri. Maintenant, moi je dis qu'il faut effectivement tout remettre à plat et je dirais que, pour paraphraser je ne sais plus quel auteur, le socialisme a échoué parce qu'il n'y avait pas assez de socialisme. On peut reprendre la même chose avec le communisme. Donc aujourd'hui, on est en train de nous expliquer que notre système d'État-providence échoue parce qu'il n'y a pas assez de ponctions fiscales pour redistribuer. C'est ce logiciel qu'il faut changer. Si on ne le change pas, on va vers toujours plus de difficultés et toujours plus d'appauvrissement. Et l'appauvrissement va toucher des classes qu'on prétend riches en France, c'est-à-dire 4 000 € de salaire et 200 000 € d'épargne, alors que chez nos voisins, au Luxembourg, en Suisse, dans d'autres pays, si vous avez 200 000 € d'épargne, c'est vraiment le minimum vital, et 4 000 € de salaire, mais voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Aux États-Unis, on prétend qu'aujourd'hui, le salaire moyen, il est de 4 500 €. Alors c'est vrai, une fois encore, quand on regarde, on se dit, mince, les Français sont maintenant moins riches que les Américains. Alors qu'il y a 20 ans, c'était l'inverse. Avant l'avènement de l'euro, les Français étaient plus riches que les Américains, les Allemands beaucoup plus riches, et aujourd'hui, on a un salaire moyen de 4 500 € aux États-Unis. Mais c'est faux, c'est une moyenne. Vous avez énormément de la classe moyenne qui a dérivé vers les 3 000 $, et vous avez, là encore, une fois de plus, les avocats à Boston, bon, c'est vrai, un petit peu les exploitants de shale oil qui ont fait vraiment fortune, mais globalement, la classe moyenne, elle est laminée partout en Occident. Voilà, ça c'est le phénomène clair et incontestable. Et en Europe en particulier, la classe moyenne est appauvrie par l'alourdissement de la fiscalité. Ça, c'est très très clair. Donc, je pense qu'effectivement, on est arrivé au bout de quelque chose. Peut-être que le gouvernement formé début septembre arrivera à faire passer un collectif budgétaire avec un alourdissement de la fiscalité. Ça va aboutir à ce que plus de gens encore qui ont un peu d'argent quittent la France, que ceux qui vont se découvrir riches alors qu'eux-mêmes se disent qu'ils n'ont même plus de quoi se payer des vacances, vont se dire, si en allant à 4 000 ou 4 500 € de salaire, je me fais prendre la quasi-totalité de ce que je gagne
de plus que quelqu'un qui gagne 3 000, ben, j'arrête de bosser. Moi, je vais me mettre aux 35 heures, hein, si c'est comme ça. Voilà, donc voilà le risque pour moi à la rentrée, c'est qu'on ne change pas le logiciel, qu'on alourdisse la fiscalité, donc bien sûr sur le capital et le patrimoine, puisque la plupart des Français n'ont pas de capital ni de patrimoine, donc ça ne les chagrinera pas de voir des gens qui en ont un petit peu se le faire prendre. Les impôts sur les successions, ça pourrait être alourdi également. Ceux qui n'ont pas des immeubles ou des portefeuilles à transmettre, ça va pas les chagriner si on pique 50% ou 60% de l'actif à transmettre. Voilà. Il y a aussi cette espèce de mesquinerie, de jalousie profondément ancrée en France qui fait que si on tape sur les riches, si on le spolie, les gens trouvent ça tout à fait normal. Et je pense aussi que, outre le logiciel qui consiste à toujours aller résoudre un problème de dette par la fiscalité, il y a aussi ce problème de se dire les riches peuvent payer. Et il y a cette espèce de justification morale permanente qui crée, pour moi, un climat totalement nauséabond dans le pays. Alors justement, donc tu mentionnais l'alourdissement de la fiscalité. Est-ce que tu t'es intéressé à chaque programme politique? Dans chaque programme politique, qu'est-ce qui a été mis en place pour y arriver? Oui, absolument. J'ai regardé ça de très près. Bon, je suis évidemment pas le seul. Et je pense que ceux qui nous regardent ont certainement vu beaucoup de choses circuler. Alors moi, je voudrais qu'on se concentre sur le possible. Voilà, parce que tout le monde sait que, évidemment, côté ultra-gauche, on veut créer 9 tranches d'imposition supplémentaire, dont une tranche à 90. Ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible. La spoliation totale des successions, c'est envisagé, ce n'est pas non plus possible. Par contre, je vois se dessiner quelque chose qui fait assez largement consensus, de l'extrême gauche jusqu'à la droite, voire très à droite. J'ai un petit peu évoqué, c'est que la fiscalité sur le patrimoine, si on l'alourdit, étant donné que ça va toucher, on va dire, 1% de la population, vraiment, peut-être 10% de la population s'ils ont des actions, mais je pense même pas que ce total soit à ce niveau. Donc, l'alourdissement de la fiscalité sur les actions, les obligations, c'est-à-dire la suppression de la flat tax, c'est ça qu'il faut voir. Donc, l'imposition sur les revenus du capital alignée sur l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose qui fait presque consensus. Ouais. De l'extrême gauche, donc LFI, tendance, panneau, voire encore plus à gauche, côté Poutou. Et si vous regardez après ça du côté du centre Bayrou, voire de la droite Bellamy un peu sociale, oui, les riches en ont bien profité depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir et qu'il a supprimé l'ISF englobant les revenus du capital. On voit qu'effectivement, les millionnaires sont devenus encore plus milliardaires et les milliardaires encore plus archi-milliardaires. Je pense qu'on parle d'un triplement de la fortune de M. Bernard Arnault. Alors, c'est évidemment pas lié uniquement à la fiscalité. Il y a aussi la hausse de la valeur du titre LVMH. Mais grosso modo, oui, ça va chagriner personne, ou en tout cas, ça va pas chagriner 95% des Français de voir les 5% se faire taxer leur revenu immobilier, non plus à 30, mais à 45, voire à 49%, puisqu'on le sait assez peu, mais depuis François Hollande, les Français vraiment les plus riches, alors là on est vraiment dans les 0,1%, voire les 0,01%, ceux-là payent en fait 45 plus 4%. C'est un impôt exceptionnel, mais qui s'est perpétué depuis 12 ans. Voilà, c'est toujours le truc temporaire. Alors là aussi, on a M. Moscovici, le président de la Cour des comptes, qui nous parle d'un impôt, là encore, exceptionnel sur les plus gros patrimoines, la richesse financière. Et là encore, on en revient, qu'est-ce que c'est que la richesse financière? En moyenne, et là encore, ça ne veut rien dire une moyenne, les Français ont 170 000 euros d'épargne. En fait, il y a 80% des Français qui ont moins de 170 000 euros d'épargne financière. Bien, financière, naturellement. Donc, pour M. Moscovici, d'après ce qu'on croit comprendre,
et ça c'est des recommandations hein, d'arbitres superviseurs des déficits, lui qui a été en tant que ministre des Finances, celui qui a créé le plus de déficits pour la France quand il était ministre des Finances sous François Hollande, alors qu'il n'y avait pas de crise à l'époque. Hein. C'est sous son ministère que la France s'est plombée complètement au niveau des déficits. Donc aujourd'hui, il nous propose des pistes pour réduire des déficits, dont il est à l'origine pour une bonne part. Puis après ça, bien sûr, il y a le quoi qu'il en coûte. Donc cette piste, c'est piquer l'argent aux riches. Voilà, on en revient toujours, le même logiciel, piquer l'argent aux riches. Et selon lui, un riche, quelque part, c'est quelqu'un qui a 700 000 euros d'épargne financière. Alors, attention, parce que l'épargne financière, dans cette épargne financière, on peut compter les SCPI. C'est-à-dire que si vous avez un petit appartement à Paris, hein, un 60 mètres carrés, hein, imaginez, vous avez déjà plus de 700 000 euros de patrimoine. D'accord ? Mais là, c'est de la fortune immobilière. Si par contre, ces 700 000 euros sont sous forme de parts de SCPI, là, ça devient de la fortune financière. Vous voyez un petit peu ? Donc 700 000, on est riche. À 1,1 million, on est très, très riche. Et à 2,7 millions, là, on est ultra riche aux yeux de Monsieur Moscovici, dont j'aimerais bien connaître le patrimoine. Alors lui se vante de ne pas être assujetti à l'ISF, mais voilà, qui peut croire ce personnage? Donc lui, en tout cas, sa piste, c'est ça. On va aller prélever de l'argent sur la richesse pour combler les trous. Et il a une justification, c'est qu'aux États-Unis, il y a non pas d'ISF, et ça je suis tout à fait exact, il n'y a pas d'ISF aux États-Unis, évidemment c'est un impôt idéologique. Par contre, vous avez une taxe de 3% sur l'immobilier dans certains États. 3%, c'est bien supérieur à la tranche d'ISF la plus élevée en France. Mais aux États-Unis, c'est pas un impôt sur la fortune, donc les gens payent le sourire aux lèvres. En France, vous dites impôt sur la fortune, c'est-à-dire que vous dites c'est les riches. Là encore, on tape sur les riches. Forcément, par réflexe psychologique, vous dites j'ai pas envie moi de me faire fracasser et spolier à perte de vue. Par contre, si j'ai des appartements aux États-Unis, je suis très heureux de payer les 3%. C'est très marrant. Mais c'est en quoi la psychologie est quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'un ultra riche est très heureux de payer 3% de taxes aux États-Unis, peut-être 5% de taxes, je ne sais pas, en Australie. Mais en France, l'ISF à 2,5%, alors là, c'est insupportable. Pourquoi ? Parce que là encore, on est dans l'idéologie. Et en France, on en crève depuis 40 ans. Alors la France, effectivement, elle n'est pas la seule à traverser une crise politique, puisque effectivement aux États-Unis aussi, on a une incertitude qui est assez importante quant aux élections qui vont arriver en novembre. Ma question, c'est comment est-ce qu'on explique que dans un pays aussi vaste, on n'ait que 2 candidats comme Biden et Trump qui s'affrontent ? C'est quand même assez mystérieux. Ah, effectivement, ça nécessite de se poser la question sur la façon dont fonctionne la démocratie. Je pense que j'ai déjà eu le temps, l'occasion de l'exprimer dans d'autres débats que nous avons eus, et puis dans mes vidéos quotidiennes de l'Inforruptible. Les médias jouent un rôle absolument central, voire déterminant, pour qui les gens vont voter. Souvent, les gens regardent la télé, ils n'ont même pas le son. Donc, quand il y a un visage à l'écran et que ce visage est omniprésent, ça devient une personnalité connue, voire un présidentiable. Même si vous êtes très contesté, comme peuvent l'être les gens d'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ou d'autres avant, même si vous les contestez, ils sont quand même à l'écran. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, vous apercevez que même il y a un fort rejet pour ces gens qu'on présente comme extrêmes. Mais c'est la même chose. L'épouvantail à gauche est exactement le même. Hein, la gauche islamo-compatible, etc. Personne n'en veut. Mais pourquoi est-ce que c'est ces gens-là qu'on montre toujours à la télévision alors qu'ils suscitent du rejet ? Je pense que c'est un système. On montre on montre des repoussoirs à droite, on montre des repoussoirs à gauche pour faire élire
une personne du centre, mais qui est un vrai repoussoir, et un vrai antidémocratique, autocratique, appartenant à une sorte d'oligarchie, mais ça fonctionne. Repoussoir à droite, repoussoir à gauche, et les castors vont voter au centre pour quelqu'un qui est le pire, en fait, des deux bords, c'est-à-dire le pire du socialisme en termes de ponction fiscale et le pire du libéralisme dévoyé, c'est-à-dire le capitalisme de connivence entre copains et coquins, où on se fout complètement du patrimoine industriel français. On le brade aux États-Unis, on brade Alstom à General Electric, on brade Alcatel à Nokia, on brade Technip aux Américains, je pourrais les Lafarge aux Suisses, etc. Mais ce qui est fou, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Et bien sûr, les médias font tout leur possible pour ne jamais inviter sur un plateau quelqu'un de compétent, d'intègre, voire, alors là je rêve peut-être un peu, mais même peut-être de désintéressé. Et à la limite, aujourd'hui, les Américains, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Trump? Il est déjà milliardaire. Donc est-ce qu'il veut le pouvoir par intérêt pour s'enrichir ou pour enrichir ses copains? Vous voyez? Alors Trump, aujourd'hui, a une certaine forme d'acceptation. Mais en France, les médias congédient des plateaux. Toute personne qui, confronté à un ministre, ferait apparaître son immense incompétence et sa mauvaise foi. Moi, je me rappelle récemment de l'interview de Prisca Thévenot par Tom de Benoît, qui est venu d'ailleurs débattre avec moi il y a quelques semaines. C'était un jeu de massacre. Il a été face également à Bruno Le Maire, qui a débité des éléments de langage, qui n'a répondu à aucune question, mais à aucune, en disant « mais vous répétez, je ne sais pas, les arguments de l'extrême droite ». Enfin, ces personnes ne répondent jamais sur le fond. Et ils sont sur des plateaux télé où le journaliste hoche la tête comme un petit chien sur les plages arrière des voitures dans les années 70, et en disant « bravo, ah oui, vraiment, c'est admirable tout ce que vous racontez ». Enfin, c'est extraordinaire qu'un journaliste ne confronte pas quelqu'un qui débite des mensonges énormes. Alors que, symétriquement, quand vous avez une personne qui n'est pas un habitué des plateaux télé, ou qui est un politique éventuellement de l'opposition, alors là, bizarrement, vous avez l'animateur qui dit « Ah, derrière, en régie, j'ai toute une équipe de fact-checkers, hein, vous avez dit ça ?» Non, c'est pas 10,74% de chômage, c'est 10,71%. Vous trompez les auditeurs. Et en face, vous avez un Bruno Le Maire, vous avez un ministre budget qui vous raconte des cracks monumentaux, hein, comme quoi les Français ont été préservés sur les prix de l'énergie, alors qu'en fait on leur a doublé la facture, alors que le coût du kilowatt produit par EDF n'a pas bougé. Donc vous avez des journalistes qui vont laisser le politique raconter n'importe quoi, mentir, comme on dit, les yeux dans les yeux, et la personne qui vient leur apporter la contradiction en disant « Oui, mais vous savez, monsieur le ministre, le 14 septembre 2015, on a modifié la loi truc. » Ah non, monsieur, c'était pas le 14 septembre, c'était le 16. Et voilà où on en est. On ne discute pas sur le fond, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on n'invite plus sur les plateaux télé quelqu'un qui a un cerveau et de la compétence. Et quand vous avez des économistes, vous retrouvez toujours les mêmes, dont on connaît le discours par cœur et qui vont défendre donc tantôt leur libéralisme, tantôt leur ultralibéralisme, tantôt leur dirigisme de gauche, tantôt leur dirigisme colbertiste. On connaît leur logiciel par cœur, mais qui vient dire voilà dans la vraie vie, dans le réel, voilà ce qui se passe et voilà la conséquence des décisions prises. Mais ça, vous n'en avez pas. Donc ce sont les médias qui vous imposent les candidats pour lesquels vous devez voter. Alors que si des gens compétents étaient poussés en avant, et ça serait très très facile, on voit comment M. Macron a été poussé par toute une presse en 2017 et puis à nouveau en 2022, on voit qu'on est capable de fabriquer un candidat éligible en quelques mois. Imaginez que ce qui a été fait par la presse avec M. Macron en 2017 et en 2022 soit fait avec quelqu'un de compétent. On pourrait très très bien avoir une presse qui met en avant quelqu'un de compétent et d'intègre. Mais je pense que c'est pas du tout le but.
En France, on veut surtout pas quelqu'un de compétent et d'intègre, parce que je pense qu'il serait probablement plus souverainiste, moins fiscalo-confiscateur, alors que l'Europe est un énorme carcan et il faut pas s'en éloigner. Donc, qui ne va pas s'éloigner de ce qu'impose l'Europe? Des candidats marionnettes, des gens incompétents. Étant incompétents, évidemment, ils se font dicter leur conduite par Bruxelles, par les lobbies, etc. Donc je pense que la mauvaise qualité des candidats, c'est quelque chose qui est absolument voulu, et les médias sont là pour filtrer justement les gens qui vont venir s'exprimer à partir du moment où ils vont raconter des trucs complètement binaires, des solutions toutes faites, et tout ça avec un appareil politique derrière qui les soutient pour une prochaine élection. Donc une société binaire, c'est finalement une société qui est facile à manipuler. Bah complètement. Alors déjà, quand la qualité de l'éducation chute, bah, les gens ont un moins bon sens critique. Donc les gens regardent ce qui se passe autour d'eux, puis ils devraient se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte ce politicien? C'est n'importe quoi. Il est en train de nous berlurer là. J'y crois pas une seconde. Bah, le problème, c'est que si le politicien face aux présentateurs vedettes de TF1 ou de France 2 payés entre 30 et 50 000 euros par mois, entre nous soit dit. Hein, donc, voilà. À partir du moment où l'intervieweur vedette ne relève pas, quand un ministre raconte débite un mensonge, les gens se disent, bon, bah finalement, alors c'est que ça doit être vrai. Et puis alors derrière, vous avez en plus un truc terrible, c'est le fact-checker. Ce que j'appelle moi les fake-checkers. Ce sont des gens qui sont payés et ils sont en fait crédibilisés par l'AFP a fait appel à un tel ou à tel et tel pour fact-checker. Le Monde a fact-checké grâce à des personnes qu'on connaissait pas mais qui du jour au lendemain se voient investies d'une forme de, je sais pas, de crédibilité ou de capacité de juger le bon et le vrai, qui sont en fait là juste pour démolir la vérité ou démolir les vérités non officielles. Voilà dans quel système on est. Et les fake-checkers sont des gens qui ont été payés pour démolir la vérité et justement pour crédibiliser les mensonges des ministres. Les exemples sont tellement nombreux qu'il faudrait des heures et des heures de débat pour lister tout ça. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a une vérité officielle et il y a même des gens qui sont payés pour cacher ou pour démolir la vérité. Alors ils s'attaquent jamais à la vérité sur le fond. Ils s'attaquent à la personne qui l'a mise sur la table. Disons, oui, mais cette personne-là a eu des accointances avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, ou cette personne a travaillé avec des groupes américains, donc on sait très très bien quel est leur background, leur logiciel. Ou pire encore, ces gens-là ont travaillé ou collaboré avec les Russes. Alors, voilà, c'est les Russes. Alors c'est fantastique, ça, dès que c'est les Russes, c'est complotiste et c'est fini. Et ces gens enterrent le débat en collant une étiquette de complotiste ou d'agent de l'étranger. Mais il n'attaque jamais le fond. Hein, tout ce qui a été dit sur la vaccination Covid, qui était aujourd'hui vérifié et confirmé par les enquêtes du Congrès américain, en France, ça ne sort pas dans la presse. Et ceux qui continuent de dire la vérité et de dire mais attendez, au Congrès là, au Congrès américain, tel et tel a été interrogé, il a reconnu que le vaccin, ça ne faisait pas ci, ça ne faisait pas ça, ça ne faisait pas ça, mais ça créait par contre tel et tel effet secondaire. Eh ben, si vous avez l'audace d'en faire état, vous allez être traité de complotiste aujourd'hui encore, alors que la vérité est absolument connue. Donc la chape de plomb, elle continue. Et Monsieur Breton est là pour expliquer justement que les réseaux sociaux sont porteurs de mensonges. Alors qu'en fait, c'est la vraie vérité. La réalité circule sur les réseaux avec énormément de fake. Il y a du grand n'importe quoi. Tout le monde en est d'accord. Mais quand sur les réseaux circulent des auditions du Congrès ou circulent des études
de prix Nobel, etc., qui démentent totalement le narratif officiel, avec des arguments mais incassables, ben, si votre réseau social reprend ces nouvelles, allez, monsieur Breton, on va vous coller une étiquette complotiste. Et le fake shaker va dire, oui, vous êtes un agent russe. On en est là. Voilà ce qui pourrit notre monde. Et un monde sans vérité, c'est un monde qui ne peut pas fonctionner, puisqu'on ne connaîtra jamais la vraie raison des problèmes. Et les solutions qu'on va vous présenter seront toujours fausses, mais on va vous les présenter comme vraies. Donc, je pense que plus fondamentalement, on a un gros problème aujourd'hui de rapport avec la vérité et avec le réel. Et tant qu'on reste dans le déni et dans des solutions complètement artificielles, idéologiques, et avec des logiciels datant des années 80, on peut difficilement s'en sortir. Et j'ai un petit peu peur que, à partir de la rentrée, bah, nos auditeurs se retrouvent confrontés effectivement à pas un basculement, mais on est déjà sur la mauvaise pente et on va encore accélérer dans le genre les riches peuvent payer. Alors justement, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire d'ici la rentrée pour se préparer au mieux à ce qui nous attend? Alors, dans ce qu'on peut envisager de mesures confiscatoires, d'alourdissement de la fiscalité, je pense que si on a des titres, il faut aller les détenir chez des brokers étrangers. Après ça, les solutions, hein, bah, ça peut être Londres, ça peut être la Suisse. Hein, bah, y a dire un très bon environnement pour la gestion d'une fortune financière. Hein. La technologie, elle est même meilleure qu'en France, donc on ne perd pas au change, et on y gagne peut-être au niveau de la fiscalité. Si jamais il y avait là aussi des mesures plus ou moins confiscatoires ou d'alourdissement sur l'assurance vie, il faudrait peut-être effectivement la délocaliser. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est délocaliser une partie de son épargne pour la rendre inaccessible aux éventuelles ponctions qui pourraient être envisagées. Donc là, j'introduis un nouveau sujet qui est que l'Europe a ce projet donc de plan d'épargne pan-européen. Donc là, on n'est plus du tout dans la ponction à la française. Hein. C'est pas on pique l'argent aux riches. Là, c'est l'Europe dans son entier qui veut aller prendre de l'épargne pour la réorienter, pour la redynamiser, entre guillemets, hein, sous forme notamment d'aide à l'industrie de l'armement, enfin, la transition énergétique. Des trucs, transition énergétique, enfin voilà, des trucs qui vont nous coûter une blinde. Donc ça, c'est quelque chose en plus. Donc, si l'Europe admet ou valide ce principe de créer un grand fonds européen, on va venir nous dire, faut mettre de l'argent là-dedans, hein. Faut y aller, hein. On va vous dire de mettre de l'argent par rapport à ce que vous détenez. Si vous détenez moins d'argent en France, vous en mettrez moins dans ce fonds européen dont vous n'êtes pas sûr du tout de revoir vos billes. Donc l'idée, par exemple, c'est si vous avez 1 million, aujourd'hui c'est de l'épargne qui pourrait être mobilisée ou surtaxée. Si vous achetez un bien aux États-Unis, en Colombie ou ailleurs, enfin, choisissez un endroit où la propriété privée n'est pas du tout remise en cause comme en France, parce qu'en France, les attaques contre la propriété privée sont nombreuses et de plus en plus croissantes. Si d'un seul coup, on met la moitié de son épargne financière dans un bien immobilier étranger, pouf, c'est de l'argent qu'on ne peut plus vous piquer ou on ne peut plus vous dire, voilà, vous mettez, ou si vous mettez 30% de votre patrimoine dans le futur emprunt, je mettrai ce qui me reste. Et il m'en reste moins. Donc, les titres chez des brokers étrangers, hors zone euro, et une partie de son épargne financière, si on veut se diversifier un petit peu dans l'immobilier, hors des frontières françaises, c'est-à-dire pas dans un pays
où on ne peut plus expulser un locataire qui ne paye pas, où on ne peut même plus expulser un squatter. Dans quel pays au monde où votre maison, votre appartement est squatté, vous pouvez pas éjecter les gens qui viennent de s'installer. Enfin, donc je déconseille fortement, évidemment, bien sûr, d'investir dans l'immobilier en France. On a aussi l'or qui a battu des records récemment. J'imagine que c'est toujours la valeur sûre que vous recommandez en premier lieu à nos lecteurs. Oui, on la recommande aux éditions Agora depuis maintenant plus de 2 ans, ainsi que les matières premières en général, hein. Mais l'or en particulier. Pourquoi? Parce qu'on a regardé un petit peu ce que faisaient les banques centrales des BRICS, notamment chinoises, indiennes, etc. Ils ont acheté énormément d'or et des quantités d'or comme on n'avait jamais vu dans toute l'histoire. Enfin, le premier trimestre 2024, ça a été le record d'achat d'or par la Banque centrale chinoise, qui avait déjà battu un record au 4e trimestre, qui battait déjà le record du 3e trimestre. Et la Banque centrale indienne fait pareil, la Banque centrale turque a fait pareil. Je pense que l'Indonésie a également acheté de l'or. Donc toutes ces banques centrales, ou alors ils sont complètement idiots, ou alors ils ont un plan, et ce plan, à mon avis, il est dirigé contre le dollar, qui lui n'est adossé à rien d'autre qu'une montagne de dettes. Et si toutes ces banques centrales ont acheté de l'or, c'est qu'à mon avis, ça doit compléter d'autres actifs tangibles qui pourraient ensuite servir de base ou de référent pour une monnaie dont on saura au moins ce qu'elle vaut. On se dit, tiens, voilà, le futur yuan, chaque yuan vaut un 10 millième de kilo d'or. Enfin, on pourra choisir l'unité qu'on veut, mais au moins, on se dira, un yuan, c'est un 10 millième de kilo d'or, c'est 200 grammes de cuivre, c'est 100 grammes de lithium, mais au moins, il y aura un référent. Et on sait qu'avec ce yuan numérique, parce que c'est ce qui se profile, on sait qu'au minimum, ça vaut 1 milligramme d'or, ça vaut 200 grammes de cuivre, et ça vaut éventuellement 3 litres de pétrole. Alors que le dollar, ça vaut quoi? Qu'est-ce que ça vaut, un dollar? C'est la fraction de 35 000 milliards de dettes officielles, et c'est la fraction de 90 000 milliards de dettes quand on agrège les retraites, les futures retraites, les dépenses non budgétées, etc. À quoi correspond le dollar? Est-ce que le dollar, ça correspond à une quantité d'or, de cuivre ou de pétrole? Non, c'est uniquement de la dette. D'accord, donc il est encore temps d'acheter de l'or pour ceux qui n'ont pas encore fait. Je dirais que c'est une précaution. Alors maintenant, est-ce que l'or qui a passé les 2400 milliards, on s'en rappelle, au lendemain du 14 juillet, on est passé au-delà des 2450. On venait de consolider quelques mois auparavant vers 1700. Les chartistes pensent que le potentiel est égal à la différence entre 2400 et 1700. Donc, ça nous fait une once d'or à 3100. Alors, je ne sais pas à quel horizon de temps, fin d'année 2024, début 2025, voire beaucoup plus. Parce que la dernière fois qu'on a vu la même configuration sur l'or, l'or n'a pas gagné 30%, l'or a triplé. La dernière fois qu'on avait cassé une forte résistance sur un mouvement comme ça, parabolique, l'or avait triplé. Donc, partant de 2450 mi-juillet, vous triplez, vous êtes à 7700. Voilà, donc tous les voyants sont au vert. Graphiquement, techniquement, oui. Et alors là, par contre, il ne faudrait pas s'étonner si d'un seul coup, la Banque centrale chinoise ralentissait un peu ses achats, et puis d'un seul coup, nous déclarait qu'elle détient autant d'or que le Trésor américain. Ils en ont tellement accumulé depuis 20 ans, sachant que la Chine est le premier producteur d'or au monde. Ils sont passés devant le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud. Ils en extraient 400 tonnes chaque année de leur propre sol. Ils ont acheté pratiquement tout ce que les fonderies helvétiques pouvaient produire. Qu'est-ce que c'est que de l'or produit par les fonderies? Vous prenez de l'or à 14 carats, 18 carats, vous le faites fondre. Tous les métaux légers, vous les retirez et vous récupérez derrière du lingot 999,9.
la Chine a acheté pratiquement tout ce que la Suisse a pu fondre depuis des années et des années. Et il y a la diaspora chinoise qui achète de l'or, il y a Hong Kong qui achète de l'or, il y a les ménages, les ménages chinois qui achètent de l'or, parce que là, ils en sont complètement revenus de l'immobilier. Ils ont vu que l'immobilier, ça pouvait valoir zéro. Vous achetez un appartement, il n'est pas fini, vous ne pouvez rien en faire, ni le revendre, ni le louer. Les Chinois reviennent à quelque chose de complètement traditionnel pour eux, qui est l'achat d'or, comme les Indiens. Donc si l'État, si le gouvernement chinois n'achète plus d'or au travers de la Banque centrale, en revanche, l'épargnant chinois, qui maintenant est complètement vacciné contre l'immobilier, contre le mirage de l'immobilier, l'épargnant chinois, qui n'a pas de retraite, hein, enfin il n'y a pas de plan de retraite comme en France, va continuer d'accumuler de l'or. Donc je pense que Inde, Chine, Indonésie, etc., la demande va rester forte. Et pour eux, en fait, l'or va rester plus accessible parce que leur monnaie se dévalue beaucoup moins que l'euro, le dollar et le yen. Pourquoi est-ce que l'or bat tous ses records? Ben parce que le pouvoir d'achat de l'euro et du dollar a baissé. Alors que pour un Suisse, finalement, l'or, il n'est pas si haut que ça. C'est pour nous que d'un seul coup, il apparaît beaucoup plus haut. Mais je pense que le mouvement n'est pas terminé parce qu'on prétend que l'inflation a été vaincue avec les hausses de taux des banques centrales. Mais la transition énergétique, c'est totalement inflationniste. La transition énergétique, c'est du kilowatt produit à 42 centimes par EDF, auquel on va rajouter du kilowatt éolien, du kilowatt photovoltaïque, du kilowatt biomasse, qui est à 70-80. Donc notre mix énergétique va passer de 42 à 60. Donc on voit que la facture électrique a déjà explosé. Alors là, c'est pas seulement 50% de plus qu'on a sur la facture électrique en l'espace de 4 ans, c'est 74%. Hein? Donc tout ça est extrêmement inflationniste. La transition énergétique est inflationniste. Le canal de Suez, qui est neutralisé par les Houthis, tous les bateaux maintenant font le tour de l'Afrique par Bonne Espérance, ça augmente le coût du fret de façon énorme. Et il y a des dysfonctionnements en cascade sur ces routes maritimes qui s'allongent, plus de pollution, je dis ça au passant. Mais également, il y a des manques de conteneurs, il y a des pénuries de conteneurs, et tout ça fait qu'on a des tas d'invariants inflationnistes qui ne vont être combattus, si vous voulez, que par le fait que la consommation des ménages chutant, il y a peut-être des prix qui vont effectivement baisser. Mais structurellement, on a fait des tas de choix idiots, et notamment au niveau de la transition énergétique, qui vont nous coûter une blinde. Et je pense que la priorité, ce n'était pas la transition énergétique décarbonée. Ce qui compte pour la planète, c'est de dépolluer. Dépolluer la planète. Et ça, comme par hasard, on n'en parle pas. Alors pour conclure, Philippe, est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos abonnés? Bon, je pense qu'on a déjà été assez complet. Donc oui, pour résumer, on est dans un monde de déni et de solutions qui ne fonctionnent pas. Donc je pense que c'est pas la peine de se faire des nœuds à la tête pour se demander à quelle sauce on va être mangé. Oui, on va être mangé et peu importe la sauce. Donc il faut faire preuve de réalisme et puis il faut faire le nécessaire. Et ce nécessaire, on le retrouve notamment dans les rapports qu'on vous propose. Tout à fait, d'ailleurs, j'invite nos lecteurs à télécharger le dernier rapport des publications Agora sur les conséquences de la crise politique actuelle et les étapes à suivre pour s'y préparer au mieux. Le lien se trouve en description de la vidéo. Donc merci encore Philippe pour toutes ces réponses et à très bientôt à tous pour une prochaine vidéo.